les conditions économiques en Europe sont en train de changer à cause du vieillissement de la population et de l'endettement des États. Le pouvoir d'achat des Européens est quand même en danger. Le fait que le savoir se diffuse beaucoup grâce aux réseaux sociaux, c'est en train de créer un mouvement de société considérable. C'est ce que moi j'appelle la transition financière. Un ou deux moments les plus difficiles de ta vie jusqu'à aujourd'hui, ce serait lesquels? Mes parents divorcent. À quel âge? J'avais 5-6 ans. Pour moi, dans la vie, il y a la naissance, le fait d'avoir des enfants et la mort. Et en 2013, je reçois un petit message en disant « Grégory, tu dois t'intéresser au Bitcoin. Moi, j'ai quelques milliers d'euros là-dedans. » Il y a beaucoup de grandes joies et il y a aussi des moments de stress quand tu fais une start-up de la taille de Trade Republic, je te raconte pas. J'ai eu accès à des informations sur le Bitcoin très tôt. J'ai fait le choix de ne pas les écouter. Ce qu'il faut pour que le mouvement de société s'amplifie et continue, c'est que les gens passent à l'acte. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'accueillir Mathias Bacchino, Markets Group Lead chez Trade Republic. Bonjour Mathias. Bonjour Greg. Beaucoup de personnes te connaissent déjà. En quelques mots, j'aimerais bien savoir qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui chez Trade Republic. Eh bien, donc moi je suis Mathias Bacchino, j'ai presque 40 ans, 2 enfants et je travaille dans le secteur financier depuis une vingtaine d'années. Je suis passionné par les questions de politique économique aussi. Et depuis 4 ans, je travaille chez Trade Republic. Donc, j'ai rejoint des entrepreneurs allemands qui ont créé une nouvelle banque à partir de rien, qui ont tout recréé de zéro, aussi bien les licences que le code informatique pour faire fonctionner une banque, qu'une application mobile et des produits innovants. Et depuis 2 ans, donc au début, j'ai lancé la France pour Trade Republic, qui était le premier marché en dehors de l'Allemagne. Donc, j'étais directeur France. Et depuis 2 ans, je m'occupe de diriger l'ensemble des country managers, donc l'ensemble des directeurs pays. Et je m'occupe de ce qu'on appelle les marchés européens. Donc toute la partie avec les autorités publiques, les régulateurs, les politiciens, les influenceurs, les créateurs de contenu, les journalistes. Donc tout ce qui permet de diffuser la mission et les produits de Trade Republic. Et depuis 1 an, je dirais, en plus de ça, j'ai découvert les réseaux sociaux. Ça, c'est une aventure plus personnelle. Et en France, qui m'ont donné une visibilité vraiment très importante, ce qui m'a permis ensuite d'écrire un livre avec Michel Lafon, et là, en ce moment, de publier un cahier d'activité, une sorte de cahier de vacances, mais tu vois, tu en sais quelque chose aussi. Le mien est pour les adultes, mais c'est la même logique de rendre l'éducation financière accessible. Donc, je dirais que je suis quelqu'un qui vient de la classe moyenne et d'un milieu plutôt populaire, qui a découvert le système financier, le système de l'argent, qui l'a creusé quand même de manière très approfondie dans différents métiers et aussi du point de vue des politiques publiques. Et depuis 4 ans, j'essaye de faire en sorte, avec l'aide des entrepreneurs de Trade Republic et des créateurs de contenu partout en Europe, j'essaie de faire en sorte que la classe moyenne européenne, et les jeunes aussi, et puis les femmes aussi, qui sont un peu éloignées de tout ça malheureusement, puissent prendre leur argent en main, puissent obtenir davantage avec leur argent. Et si on fait tout ça, si on se bat autant, et je pense que c'est ton cas aussi, c'est parce que tout simplement les conditions économiques en Europe sont en train de changer à cause du vieillissement de la population et de l'endettement des États. Et donc la protection sociale qui était avant collective uniquement, sera demain en Europe, bien sûr collective, parce qu'on est des Européens et dans Trade Republic, il y a République, donc Oui. La dimension collective est importante en Europe et c'est très bien comme ça, parce qu'elle permet aussi de mieux lutter contre les inégalités. Mais il va falloir renforcer ce système collectif d'argent avec un peu d'investissement individuel, avec une meilleure gestion budgétaire, avec une épargne qui rapporte un peu plus, avec des investissements de long terme un peu plus malins, avec un peu plus de rendement. Et donc, faire tout ça, ça nécessite d'avoir une plateforme, Trade Republic, et aussi un tout petit peu de compétences, un tout petit peu de savoir, pour se rassurer aussi beaucoup. Voilà. Sur comment faire. Ouais, sur comment faire. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avant, je dirais que les gens, de manière générale, étaient conscients qu'ils pouvaient faire mieux pour leur argent, mais ils n'avaient pas spécialement besoin de faire mieux et spécialement envie, parce que l'argent en Europe, avant, il y en avait beaucoup, parce que le tabou autour de l'argent empêche les gens aussi de s'en occuper. Et là, le fait qu'il est de plus en plus clair quand même que le pouvoir d'achat des Européens est quand même en danger, et le fait que le savoir se diffuse beaucoup grâce aux réseaux sociaux, c'est en train de créer un mouvement de société considérable. C'est ce que moi j'appelle la transition financière. Et c'est formidable à voir, quoi.
Donc c'est beaucoup de travail, J'imagine. mais une vraie passion pour le coup. Et puis pour terminer, je dirais que moi, ce qui m'a beaucoup marqué, je sais que toi tu y es sensible aussi, mais ce qui m'a beaucoup marqué moi depuis un an là, c'est d'avoir reçu plus de 100 000 messages de gens qui apprécient ce qu'on fait, qui ont lu les contenus, qui ont lu le bouquin, qui ont vu les vidéos, et qui ont pu vraiment impacter positivement leur vie. Parce que l'éducation financière, c'est pas juste une question d'argent. C'est une question de mode de vie aussi. C'est une question de sérénité. C'est une question de capacité à construire des projets pour toi, pour tes proches. C'est aussi ce qui te permet, quand tu es un peu plus indépendant financièrement, d'impacter le monde plus positivement, si tu as envie d'être entrepreneur, si tu as envie de... Donc, c'est quelque chose d'essentiel et une grande joie pour moi. Donc, je suis quelqu'un de plutôt heureux, moi, en ce moment, parce que je vois le changement, en fait, se passer partout en Europe. Et en Belgique, il y a beaucoup de travail encore. Les monopoles bancaires belges n'ont pas aidé l'éducation financière à se développer massivement dans le pays. Donc, il y a un gros travail à faire et on est ravis de pouvoir t'accompagner et accompagner quelques autres aussi pour faire ce travail. Mais c'est que le début. En Belgique, je pense qu'il va y avoir une forte accélération dans les 2 ans qui viennent du développement de l'éducation financière. Merci en tout cas pour cette longue présentation. Avant de revenir un petit peu plus loin, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi, qui tu es, l'être humain derrière. Ton enfance, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre souvenir qui t'ont marqué de ton enfance et qui font qu'aujourd'hui tu es l'homme que tu es? Tu sais, moi je suis passionné par l'humain. Et je trouve que c'est le matériau le plus intéressant qu'on ait à notre disposition. Donc, je suis quelqu'un qui est très intéressé par la psychologie. J'ai moi-même fait 15 ans de psy, donc j'ai un niveau de compréhension de moi-même, de mon enfance, etc. Je dirais qu'il y a eu quelques moments marquants, bien sûr. Bien sûr. Il y a un élément qui m'a énormément marqué, c'est quand mon père, qui est médecin, m'emmenait à l'étranger très jeune dans des congrès médicaux qu'il avait et me donnait beaucoup d'autonomie en fait. Donc moi, à 11 ans, je me baladais toute la journée tout seul au Japon, par exemple. À 12 ans, je faisais pareil en Floride. Et donc ça donne une autonomie, une capacité à faire qui est considérable, ce qui m'a donné le courage ensuite de partir à 20 ans au Kyrgyzstan pendant 1 an tout seul, travailler et vivre là-bas. Donc je dirais que l'autonomie dans mon enfance, ça a été un élément très très important. Il y a un moment que j'ai déjà eu l'occasion de raconter, qui est évidemment la fois où tu as les huissiers qui débarquent chez toi quand j'ai 13-14 ans, qui vident l'appartement, tes parents sont pas là, donc c'est très perturbant, surtout quand tu t'y attends pas du tout. Toi, tu étais là? Moi, c'était moi qui ai ouvert la porte, donc j'étais avec ma petite sœur. Et donc moi, j'ai jamais manqué de rien, hein. C'est pas Cosette du tout, mais c'est un traumatisme néanmoins de voir ça, que c'est possible. Voilà, il y a des... et puis après, des souvenirs heureux, j'en ai plein, évidemment. Être assis à l'arrière de la camionnette familiale, assis sur une planche de surf avec du Joe Cocker à fond pour aller surfer. Justement, j'avais une question sur Beaucoup de les choses, passions. moi, tu sais, moi, c'est tout ce qui roule et qui glisse. C'est facile. Ok. Tu t'aimes bien faire du surf? Je suis passionné par le rugby, déjà. C'est un sport auquel j'ai joué pendant 10 ans. Je trouve que c'est une école de la vie formidable. C'est des principes formidables. Tu retrouves beaucoup, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, de choses qui fonctionnent au rugby. Donc, par exemple, la mêlée, des gens très différents les uns des autres, mais qui poussent exactement au même moment, exactement alignés ensemble. Une équipe de direction dans une start-up, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Les valeurs du rugby, moi, me tiennent beaucoup à cœur. C'est vraiment quelque chose que j'adore, au-delà même du sport. Ensuite, la moto, c'est une passion familiale depuis 4 générations. J'ai déjà, malheureusement ou heureusement, donné le virus à mes enfants. Okay. Donc la moto, c'est un élément essentiel pour moi. C'est aussi un élément de mode de vie. Les grands road trips en moto, voilà, c'est une forme de liberté. Vous faites ça parfois en famille? Bien sûr, ouais. Okay. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et après, moi, tout ce qui glisse, c'est vraiment terrible depuis que je suis gamin. Des rollers, des saltos sur des rampes, des skateboards, des longboards, du surf, du moret, du ski, encore du maintenant snowboard. Ouais, moi, ce que je fais encore aujourd'hui, grâce à la technologie qui permet à mon vieux corps de continuer à le faire, c'est le snowboard que j'adore. Ok. Du surf de temps en temps, mais beaucoup moins souvent qu'avant. Et le skateboard, tout ça, j'ai arrêté parce que ça devient trop dangereux maintenant pour moi. Mais ce sont tes enfants peut-être qui s'y mettent? Ouais, beaucoup. Moi, je dirais que de manière générale, moto, rugby, snowboard, déjà, tu as une belle vision. Et
Ça donne aussi une image, parce que quand tu aimes le rugby, la moto et le snowboard, c'est qu'il y a une dimension quand même de liberté qui est importante chez moi. Donc voilà, et puis après, ma passion la plus importante, au-delà de la passion que j'ai évidemment pour ma famille et mes enfants, c'est la passion pour la politique. Moi, j'ai grandi dans une famille où on lisait le journal tous les jours, où le dimanche midi, on parlait des sujets de fond, d'actualité, etc., où on regardait le 20h, où on parlait politique tous les jours. Donc une famille très française, même si je suis moitié italien, moitié espagnol, mais voilà, donc c'est mon père. Moi, il faut imaginer que mon père, dans les années 90, était abonné à Time Magazine. Donc je lisais en anglais Time Magazine quand j'étais ado, je lisais National Geographic, j'étais abonné à Mon Quotidien quand j'étais enfant. Donc l'actualité, la chose publique, le collectif, de manière générale, quand tu es issu d'une famille qui a beaucoup bénéficié de ce qu'on appelle l'ascenseur républicain, grâce aux études, grâce au travail acharné. Hein. Mes grands-parents, c'était 3 boulots, donc voilà, c'est comme ça se faisait à l'époque, quoi. Donc non, il y a, voilà, Jacques, si on doit me décrire, il y a un goût pour la liberté qui est évident, un goût pour l'adrénaline qui est assez clair aussi, et un goût pour les choses collectives de manière générale. Voilà. Quel a été ou quels ont été tes 2 moments les plus joyeux depuis que tu es sur Terre, qui te viennent là quand je te parle de moments joyeux? Qu'est-ce qui te vient? La naissance de mes enfants, indiscutablement, il y a ça, et puis tout le reste après, quoi. Je veux dire, pour moi, dans la vie, il y a la naissance, le fait d'avoir des enfants et la mort. C'est les vrais grands événements d'une vie, je trouve, moi en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est ça. Donc indiscutablement. Après, des moments de joie, j'en ai eu plein. J'ai eu des réussites professionnelles, j'ai eu des réussites amicales. J'ai eu des moments de vie très forts dans des associations. Voilà. Et après, plus personnellement, bien sûr, le jour du mariage, qui est quand même un jour moins impactant que le fait d'avoir des enfants, je trouve, personnellement. Okay. Parce que le fait d'avoir des enfants impacte même ta personnalité, quoi. C'est vraiment très fort comme impact. Le mariage, c'est plus, ça se fait plus naturellement. Voilà, mais oui, des moments de joie, j'en ai eu plein. Et un des moments de joie récents, c'est à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un qui me dit « J'ai pris ma vie financière en main, je me sens mieux, pour la première fois de ma vie, j'ai pu avoir une conversation constructive avec mon banquier. Pour la première fois de ma vie, je suis fier de la manière dont je gère mon argent et de ce que je fais pour mes enfants. » Enfin, tu vois, des gens qui ont réussi à faire parler leur mère qui était en difficulté financière grâce à mon témoignage à propos de ma mère. Tu vois, ces genres de moments-là, c'est des grands moments. Les conférences TEDx, moi, ça m'émeut énormément aussi quand j'en ai fait 2 et ça m'émeut beaucoup. Donc, il y a beaucoup de grandes joies et il y a aussi des moments de stress quand tu fais une start-up de la taille de Trade Republic, je te raconte pas. Oui, justement, on parlait des moments joyeux, mais si tu dois choisir 1 ou 2 moments les plus difficiles de ta vie jusqu'à aujourd'hui, ce seraient lesquels ou lesquels? C'est des sujets personnels. Hein. Okay. C'est quand je suis tout petit que mes parents divorcent. Forcément, ça, c'est pas un moment... À quel âge, sans indiscrétion? J'avais 5-6 ans. Ok. Et à l'époque, si tu veux, dans les débuts des années 90, tu n'avais pas du tout d'accompagnement, de suivi, de trucs. C'était pas du tout comme c'est aujourd'hui, si tu veux, moderne. Donc c'était un moment difficile. Ça a été un moment difficile. Ça s'est passé sereinement entre tes parents ou c'était difficile? Ça s'est passé aussi sereinement que ça pouvait, je dirais. Okay. Voilà. Ça s'est passé correctement. Mais pour un enfant de 5 ans, c'est toujours difficile. Et ensuite, il y a eu des moments dans ma vie très durs quand j'habitais au Kirghizistan. Pas pour moi tellement, mais parce que c'était un pays qui sortait d'une révolution, qui était en partie gouverné par la mafia, où les conditions de vie étaient très difficiles et où, à 20 ans, j'étais pas forcément préparé à voir tout ce que j'y ai vu, quoi. Voilà. Donc il y a des choses très dures qu'on voit et qui donnent un éclairage sur le monde et sur la fragilité des libertés individuelles qui fait réfléchir. C'est-à-dire que je trouve qu'on a grandi dans un continent, dans des pays où on tient pour acquis le fait qu'on soit en sécurité, on soit libre de dire et de faire ce qu'on veut, on ait accès à des soins facilement, de qualité, on soit protégé de manière générale. Et de sortir de ça et de réaliser à quel point ça c'est fragile en fait et à quel point ça peut disparaître facilement, ça a été un élément majeur dans ma vie, moi. Donc ces moments difficiles à 20 ans au Kyrgyzstan, ça a été un élément essentiel pour moi de compréhension qu'il fallait protéger notre système, le système qu'on avait en Europe, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, donner de l'éducation financière aux gens, c'est un des meilleurs trucs qu'on puisse faire.
Avant de revenir sur tes débuts en bourse et tout ça, peut-être une dernière question plus personnelle, c'est si tu avais une baguette magique, quelle serait la chose ou les deux choses que tu ferais ou que tu changerais? Dans ma vie à moi? Ce qui te vient. Ou dans ta vie à toi ou autre chose, des choses que si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu ferais? Je pense que j'aurais jamais arrêté une seule fois de faire du sport. C'est de loin le truc que j'ai le moins bien géré jusqu'à présent et qui est tellement important en fait. Donc sanctuariser le sport et prendre des habitudes sportives jeunes et les garder tout du long de ma vie, y compris dans les moments de stress professionnel, y compris dans les moments de difficulté quand tu as un enfant en bas âge, etc. De mettre davantage d'activité physique dans ma vie, ça c'est le truc, je pense, le plus important que je changerais. Et ensuite, si j'avais vraiment une baguette magique totale, sans doute qu'au début de ma carrière, j'aurais entrepris plutôt que de travailler dans le monde corporate classique. Parce que là, depuis 4 ans, je vois évidemment ce que ça fait que d'entreprendre. Même si je ne suis pas fondateur de Trade Republic, j'ai participé de manière très active au développement à l'international de l'entreprise. Et donc, je vis une vie d'entrepreneur depuis 4 ans, même si je ne suis pas le fondateur. Et donc, je vois à quel point c'est réjouissant, je vois à quel point on peut avoir de l'impact, je vois à quel point ça donne de la liberté. Donc, mais bon, je pense que c'est aussi une histoire de génération. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était beaucoup moins trendy, tout simplement, d'être entrepreneur. Je n'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour mes enfants de se projeter dans l'entrepreneuriat éventuellement s'ils le souhaitent, que pour moi, ça ne l'a été. Et après, tu es encore jeune, rien ne t'empêche. J'ai bien l'intention de le faire un jour maintenant, mais je pense qu'il y a un énorme intérêt à le faire très jeune en fait, à 25 ans, 30 ans, tu vois. Je pense que c'est un moment de ta vie où tu peux vraiment tout donner, pousser ce qui correspond bien à l'entrepreneuriat. Pour revenir sur le sujet qui nous unit, en tout cas professionnellement, la bourse des investissements, quand est-ce que tu as commencé à investir en bourse et comment? Avec un compte titre. À quel âge, plus ou moins? Je devais avoir 26, 27. Quand j'ai commencé à travailler en salle des marchés, en fait, tout simplement. Avant, j'avais pas d'argent du tout à investir. J'étais un étudiant qui avait très peu d'argent parce que je recevais pas beaucoup pendant mes études. Donc, j'avais fait le choix de pas travailler à côté non plus. Donc, j'étais un étudiant qui avait pas beaucoup de moyens. Donc, à l'époque, il n'y avait pas toutes les plateformes qu'il y a aujourd'hui où tu peux commencer. À l'époque, il fallait vraiment avoir un peu d'argent quand même pour commencer à investir. Donc, non, moi, j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler en salle des marchés. Et le tout premier truc que j'ai eu, comme beaucoup de gens, c'est des actions de l'entreprise où je travaillais, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, avec l'intéressement, la participation en France, qui découvrent l'univers de l'investissement en devenant des salariés actionnaires de leur entreprise aussi. Et la plus grosse erreur que tu as faite en bourse, tu travailles en salle des marchés, tu commençais à t'intéresser à ça. Est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent? Tu en as perdu beaucoup? C'est quoi ta plus grosse erreur? Donc, moi, j'ai fait 2 grosses erreurs, je pense. La première, c'est de d'essayer trop tôt de faire du trading avec effet de levier. Ça, c'était pas raisonnable du tout. Et j'ai pas réussi, d'ailleurs. Ça m'a fait perdre de l'argent. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Et c'est vraiment particulier à gérer. J'ai des copains qui gèrent bien ça, mais qui sont à un niveau de gestion émotionnelle très avancé, quoi. C'est des moines Shaolin, si tu veux, pour face au levier. Donc des professionnels, quoi. Ensuite... Et il n'y en a pas beaucoup quand même. Il y en a, j'en connais. Moi, j'en connais parce qu'il y en a, il y a une culture autour de ça quand même, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne un peu aussi, mais surtout en Allemagne, en France. Donc il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui font ça, qui le font bien depuis longtemps, etc. Donc c'est possible. Mais c'est quelque chose que tu fais après avoir épargné, après avoir investi, etc. Et l'autre erreur que j'ai faite, mais je ne sais pas si on peut dire que c'était une erreur, c'est que j'ai eu accès à des informations sur le Bitcoin très tôt, 2014, 2015, et j'ai fait le choix de ne pas les écouter. Et depuis que je suis entrepreneur, depuis que je contribue à une start-up depuis 4 ans, j'ai appris à être beaucoup plus humble dans mon écoute, et à être beaucoup plus ouvert de manière générale. On a beaucoup moins d'ego quand on est entrepreneur. Et donc, j'ai commis l'erreur de ne pas écouter les informations intéressantes que je recevais à l'époque. Et ensuite, de conseiller à mon frère de ne surtout pas investir dans le Bitcoin. Il l'a fait ou pas? Non, il ne l'a pas fait, justement.
Ok. Et autant te dire qu'il le regrette un peu aujourd'hui, quoi. Ok. Donc, il faut pas avoir de regrets en investissement parce qu'on peut. Mais là, ce qui m'embête, c'est que j'avais accès à des informations vraiment intéressantes et j'ai choisi de pas les écouter par arrogance, par ego, tu vois. Et ça, je le fais plus, vraiment. Depuis 4 ans, j'ai changé d'état d'esprit. Pour la petite histoire, en 2013, je faisais ma thèse de doctorat et je travaillais aussi à mi-temps chez AGA Sexfortis Assurance, dans un groupe d'assurance. Et en 2013, je reçois un petit message en disant « Grégory, tu dois t'intéresser au Bitcoin. Moi, j'ai quelques milliers d'euros là-dedans. » Et c'était un quant qui me disait ça et qui gérait les modèles de risque dans cette compagnie d'assurance. Je regarde le prix quelques années après, effectivement 200, 250 $. Et c'est drôle parce que depuis quelques mois maintenant, je fais pas mal d'éducation financière autour de la crypto, du Bitcoin et tout ça. C'est super, j'ai Et vu. puis, ils m'ont envoyé un petit message, genre, tu te souviens de mon premier email que je t'ai envoyé en 2013, que je te disais d'investir? Il t'a fallu 12 ans pour écouter, mais finalement, tu y es arrivé. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai juste mis ça sur mon Gmail en disant, OK, Bitcoin, c'est quoi le premier message que j'ai reçu? Et c'était en septembre-octobre 2013. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais ma thèse de doctorat, je travaillais énormément et je me disais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas pris le temps et ce genre de choses. Mais aujourd'hui, j'en souris très fort parce que j'étais très loin d'investir. C'est pas où j'ai pas hésité ou ce genre de choses. C'est juste une information en disant, déjà à ce moment-là, je commençais en bourse. En 2013 et 2015, j'ai perdu 60% de mes économies en faisant du stock picking et je me suis dit, il faut que j'ai des bases solides avant de commencer à aller faire du Bitcoin et ce genre de choses. Aujourd'hui, tes investissements, tu fais du stock picking, tu sélectionnes, tu investis là-dedans, ou aujourd'hui, c'est la majeure partie ou même 100% dans des ETF passifs? Alors, moi, je suis à une période de ma vie très particulière du point de vue patrimonial parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un gros investissement immobilier et que je ne regrette pas du tout parce que c'était le bon moment pour le faire et puis c'était bon pour ma vie et ma famille. Et en plus, c'était une bonne affaire immobilière, donc je ne le regrette pas du tout. Mais du coup, en ce moment, mon patrimoine, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à il y a 4 ans, mon patrimoine est assez concentré du coup sur ce bien immobilier qui était une bonne idée de manière générale. Donc il y a eu cette dimension-là. Ensuite, j'ai fait un choix assez fort aussi depuis 4 ans, qui est d'investir aussi dans Trade Republic. Okay. Donc je fais du stock picking sur Trade Republic en l'occurrence. Et je ne crois pas que ce soit une mauvaise idée non plus, mais c'est une période de ma vie très particulière où mon patrimoine, et j'ai bien sûr des ETF à côté. J'ai arrêté depuis 4 ans de faire du stock picking pour mon épargne et tout, parce que j'avais vraiment plus le temps avec Trade Republic. C'est un travail, une start-up comme Trade Republic, c'est un travail extrêmement intense qui est permanent en fait. Donc c'est très difficile d'avoir du temps pour ça tout simplement. Donc j'ai des ETF, j'ai le bien immobilier en question qui s'est d'ailleurs très bien valorisé depuis. Et puis j'ai surtout une participation. Une forme de participation avec Trade Republic. Et donc je suis dans une période de ma vie où je ne mets pas forcément en œuvre tous les conseils que je donne au très grand public, qui ne sont pas dans cette situation-là non plus, pour l'immense majorité d'entre eux. Donc voilà, je suis dans une période particulière, moi. Et c'est une période qui est plus risquée, de fait, parce que je suis moins diversifié qu'avant. Mais je crois que là, dans ma vie, c'est ce qui était la bonne chose à faire. Et si un jour, évidemment, Trade Republic est coté en bourse ou quoi, moi, il est parfaitement clair qu'après tout ça, ce sera très diversifié, quoi. Je veux dire, c'est évident. Et pour être très clair, l'immense majorité de mon patrimoine, après tout ça, sera en ETF. Ça, c'est clair et net. Pour tes enfants, pour ton épouse, comment vous investissez pour vos enfants avec des comptes? On fait ce qu'on dit aux autres de faire. Donc, ma femme, elle fait du DCA en ETF pour les enfants. Ok, c'est ça. Moi aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment du DCA en ETF. À vos noms pour le moment, quoi. Pour l'instant, à nos noms. Mais la semaine dernière, on a lancé en Allemagne le compte pour enfants, le plan d'épargne enfant. Oui, donc, un compte titre où tu peux faire du DCA, donc des plans d'épargne automatisés dans des ETF. Et en plus, on a un partenariat sur ce produit-là, du compte pour enfants, avec Vanguard, donc un fabricant d'ETF. Et les enfants jusqu'à leurs 18 ans chez Trade Republic bénéficient d'une offre qui, à mon avis, est exceptionnelle, c'est-à-dire que Vanguard et Trade Republic offrent les frais de gestion de l'ETF jusqu'aux 18 ans. Ah oui, donc ça ne coûte rien. Rien, littéralement, il n'y a aucun coût pour investir pour son enfant tous les mois jusqu'à ses 18 ans en ETF. En quelques ETF de Vanguard. Voilà. Ok. Donc, c'est-à-dire que les frais de gestion te sont automatiquement rendus et réinvestis dans l'ETF. Et comme c'est un plan d'épargne de Trade Republic, tu ne payes pas de frais de courtage pour exécuter les achats automatisés.
La question Donc que va venir des Belges et des Français qui nous écoutent, c'est quand est-ce que ça vient en Belgique et en France? Dès que possible. C'est un immense succès en Allemagne. Hein. Oui. Ça dépasse très très largement nos attentes. En Allemagne, c'est un phénomène, c'est impressionnant ce qui s'est passé depuis 3 semaines. Et donc, il semblerait qu'en ayant 8 millions de clients en Europe, un peu plus, et une moyenne d'âge de 32 ans, qu'est-ce qu'ils font les Européens à 32 ans? Oui, Des enfants. Des enfants, oui. Et comme on a 8 millions de personnes à qui on a déjà expliqué le décès en ETF, ils ont tous compris que si tu commences à la naissance de ton enfant, à ses 18 ans, partir avec 50 000 euros dans la vie, c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, c'est un des prochains grands développements pour Trade Republic. Pour la Belgique, il y a 2 priorités. Il y a vraiment l'ouverture de la succursale belge et le Liban belge pour qu'on puisse enfin automatiser la TOB et les déclarations fiscales. Donc ça prend un peu de temps, mais on l'a déjà fait cette année en Allemagne, en Autriche, en France, en Espagne la semaine dernière et en Italie il y a 1 mois. Donc vous comprenez bien que ça se rapproche. Voilà. Donc le plus vite possible, on va lancer la succursale belge, l'IBAN belge, la fiscalité belge prise en compte automatiquement. Voilà, on y travaille très dur et le meilleur élément de preuve et de confiance qu'on peut donner aux gens, c'est que on l'a déjà fait ailleurs. Donc c'est vraiment clair. Enfin, notre plan est parfaitement clair. L'autre priorité, c'est évidemment de déployer ce compte pour enfants partout en Europe, parce que c'est très très utile pour les gens. Voilà. Et il t'aura peut-être pas échappé qu'il y a le Trump Account qui vient d'être créé avec $1 000 pour les enfants à leur naissance. En Allemagne, ils discutent actuellement d'un éventuel dispositif fiscal dédié aux enfants. Voilà, donc en France, c'est un compte-titre, ce serait un compte-titre classique, je pense. Et à 18 ans, probablement une transformation en PEA jeune. C'est ce que je recommanderais aux gens de faire, en tout cas. Voilà, donc c'est très réjouissant. Et notre mission, j'insiste là-dessus, est parfaitement claire. Trade Republic est un projet européen. Notre ambition, c'est de pouvoir dire notre marché domestique, c'est l'Europe. Notre ambition, c'est d'aller en profondeur dans chaque pays d'Europe et pas de survoler l'Europe avec une offre uniquement pan-européenne qui ne serait pas localisée un petit peu. Et notre ambition, c'est d'aider les gens à regagner du pouvoir d'achat et à avoir une meilleure retraite. Donc voilà, ce qu'on va faire est parfaitement clair. On développe un OS où l'argent des gens grossit. Tu es sur le compte, ton argent, il fait rien, il touche le taux de la Banque Centrale Européenne. Tu dépenses avec ta carte, tu as 1% qui t'est rendu automatiquement, qui t'est offert dans ton plan d'épargne. Donc si tu investis 50 € par mois dans un plan d'épargne en ETF, que tu dépenses 500 € par mois avec ta carte, tu as 5 € qui te sont offerts tous les mois dans ton plan d'épargne. Donc le rendement de ton plan d'épargne, il est très très bon. Donc tout ça, c'est pour aider les gens. Il n'y a pas le découvert, il n'y a pas les crédits à la conso, il n'y a pas tout ça. Donc tout ce qu'on fait est destiné à faire grossir l'argent des gens. Et Dieu sait qu'en Belgique, entre le comportement des banques belges, qui est lamentable et qui a été dénoncé à plusieurs reprises par les autorités, entre la fiscalité qui est quand même relativement complexe du point de vue administratif et qui fait peur aux gens, et le manque d'éducation financière, parce que malheureusement, il n'y a encore qu'un Grégory Guilmin en Belgique, il y a un gain de pouvoir d'achat pour les foyers belges potentiels qui est gigantesque. Entre les frais bancaires, les frais sur l'épargne, l'inflation, les intérêts qui ne touchent pas, on parle de dizaines de milliards d'euros qu'on pourrait rendre aux gens très facilement. Donc voilà. Oui, avec aussi cette prime de fidélité où tu dois laisser ton argent 12 mois là immobile pour avoir une prime de fidélité. Et si je te fais un versement et puis que tu me rembourses 2 jours après, vu que je ne suis pas resté immobile pendant 12 mois, la banque a gagné tous les jours des intérêts sur mon argent, mais ne me le donne pas. Revenons à Trade Republic peut-être. Quel a été ça fait maintenant plus de 4 ans que tu es chez Trade Republic. Quel a été le moment le plus difficile à vivre selon toi? Parce qu'il y a plein de succès à différents pays, etc. Le nombre de clients, début de cette année-ci, 8 millions, 100 millions d'actifs sous encours. Ce qui est vraiment difficile, c'est toujours pareil, c'est ce qui concerne l'humain. En tout cas pour moi. Et donc, en 2021, on a énormément grossi. À l'époque, il y avait de la croissance économique, les fonds d'investissement investissaient des tonnes dans les startups, des levées de fonds gigantesques, etc. Il y a beaucoup de startups qui avaient tendance à embaucher beaucoup, à être peut-être trop optimistes aussi. Tu sais, on nous parlait d'une bulle quand même, du financement des startups à l'époque. Et nous, en 2021, on avait beaucoup embauché.
et sans doute un peu trop. Et en 2022, comme l'immense majorité, pour pas dire la totalité des startups du monde en 2022, on a été obligé de réduire les effectifs. Et ça, c'est pour les leaders de l'entreprise dont je fais partie. Tu sais, souvent les gens pensent salaud de patron, etc. C'est pas vrai. La vérité, c'est que pour les dirigeants, c'est un cauchemar à faire ça. C'est très dur de faire ça. Tu as dû aller voir des personnes Bien et sûr, leur dire... bien sûr. C'est, évidemment, ces gens-là ont été bien traités. Il n'y a personne qui était malheureux ensuite parce qu'on a la chance d'avoir des moyens chez Trade Republic et on s'occupe bien des gens. Donc voilà, les choses ont été bien faites. Mais du point de vue de l'ambiance, du point de vue du moral, du point de vue de l'humain, tout simplement, quoi. C'est une souffrance, tout simplement. Donc ce moment-là, en 2022, et c'est là que j'ai compris aussi que l'entrepreneur devait parfois être capable d'avoir des moments difficiles pour avoir un impact positif global. Et donc, tu vois, à l'heure actuelle, on a énormément grossi depuis 1 an, et donc on est parfois en difficulté au niveau du service client. Et il est évident qu'à chaque fois que quelqu'un sur Internet critique Trade Republic, parfois c'est évidemment justifié, parfois c'est un peu injuste aussi, mais souvent c'est dans des mots qui sont très durs, y compris personnellement pour moi. Tu vois, il y a quelqu'un qui a trouvé le numéro de portable de mon épouse et qui l'a appelé de manière extrêmement agressive la semaine dernière. Quand tu as des millions de clients qui sont aidés, quand tu as rendu littéralement des milliards d'euros de la Banque Centrale Européenne aux gens, quand tu vois les performances des clients de Trade Republic qui, pour les 2 tiers d'entre eux, n'avaient jamais investi avant et qui font aujourd'hui des performances boursières considérables depuis 4 ans, grâce au plan d'épargne, grâce aux ETF, c'est évidemment une grande joie et en même temps une injustice. Donc, il y a des moments difficiles, mais on les accepte parce que c'est impossible de développer aussi vite que ça un changement pareil, avec une telle rapidité de développement informatique et de lancement et d'exécution de communication et de marketing, sans qu'il y ait des difficultés. Donc, ce qu'il ne faut jamais oublier dans ce genre de situation, quand tu es entrepreneur, c'est le pourquoi tu le fais. C'est l'impact global de ce que tu fais. Et nous, on est en train de changer la vie de millions de gens. Donc, si on doit se faire engueuler un peu sur les réseaux sociaux de temps en temps par des clients mécontents, c'est pas grave. Après, justement, je rebondis sur ce que tu dis. C'est pénible, mais c'est pas grave. Il y a quelques semaines, un samedi, il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne connaissais pas, un numéro français, qui m'explique qu'il doit acheter un bien immobilier, qui n'arrive pas à sortir l'argent de Trade Republic parce qu'il y avait une question. Et donc, pendant 20-25 minutes, je suis là avec mes enfants, j'essaye de l'aider tant bien que je peux parce que je travaille pas, on collabore ensemble, mais je ne travaille pas chez Trade Republic. Mais je me dis, mais comment toi tu fais aussi familialement, parce qu'aujourd'hui, tu es suivi par plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Des personnes ont trouvé le numéro de téléphone de ton épouse. Est-ce que tu commences à réfléchir à mettre des trucs en place privés pour justement gérer ta confidentialité et ce genre de choses? Bien sûr. Et puis en France, si tu auras peut-être vu l'actualité, oui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de la fintech, du digital, des cryptos, des gens connus sur les réseaux sociaux qui ont eu des soucis graves, des kidnappings. Donc bien sûr, oui, ça fait partie des impacts. Au début, c'est surprenant, la notoriété, plutôt agréable. Après, ça devient terrifiant. Et après, ça devient un truc plus neutre, comme souvent dans la vie. Donc bien sûr, ouais, je mets en place des choses, évidemment, pour assurer la sécurité de mon foyer et ma sécurité à moi. Pouvoir continuer à avoir cette exposition-là pour amener l'éducation financière aux gens, parce que moi, je ne suis pas exposé par ego ou par satisfaction d'avoir des followers. Je ne l'ai pas fait pour ça. Et donc, moi, quand je vois les retours que j'ai des gens, je me dis que ma responsabilité, c'est de continuer à diffuser ces messages. Si je veux continuer à diffuser ces messages, il faut que je sois organisé pour. Et donc, l'un des aspects, c'est bien sûr mon mode de vie à moi, ma durabilité personnelle, parce que quand tu travailles beaucoup, que tu es exposé, il faut faire du sport. J'ai toujours pu consacrer du temps à mes enfants, à mon épouse, de manière très approfondie, parce que j'ai fait le choix de sacrifier les éléments très personnels, individuels, pour favoriser ma famille au maximum ces dernières années. Et voilà. Et après, oui, on met en place des éléments de sécurisation. Ouais. Okay. Et ça, on n'en parle pas. Mais je mets en place des choses très structurantes, bien sûr. Il y avait un post il y a quelques semaines d'Éric Larchevêque justement sur qu'est-ce qu'il faisait, ce genre de choses, les conseils qu'il pouvait donner. Et c'est vrai que moi, j'ai contacté pas mal de personnes pour me renseigner aussi, parce qu'aujourd'hui,
Quand moi, je partageais il y a quelques années mon portefeuille qui faisait 15 000, 20 000, 30 000 euros, tout le monde disait c'est génial, tu investis 500 000 euros. Puis il y a des années où j'ai investi 6 000 euros par mois, ce qui était énorme simplement parce que j'avais la chance de gagner de l'argent. Et qu'aujourd'hui, quand j'affiche mon patrimoine financier, je me pose même la question, est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas arrêter de l'afficher? Alors que pendant 4 ans, depuis que je fais de l'éducation financière, je me suis toujours dit, non, c'est juste des chiffres. Sauf que maintenant, dès que je mets ma capture d'écran de Trade Republic, pour faire une petite collaboration commerciale avec Trade Republic, directement, ça va être des commentaires, bien entendu. 95-99% des commentaires sont « c'est génial, la transparence continue » et tout ça. Mais il y a toujours un petit pourcentage qui est là et qui dit « Ok, bon, est-ce que finalement, tu ne dois pas arrêter parce que si un jour, on trouve l'adresse de chez toi, tes enfants, ta femme, et si elle est là, qu'est-ce que tu fais ?» Donc voilà, c'est des questions que je n'avais pas il y a 6 mois, mais avec ce qui s'est passé ces dernières semaines en France notamment, alors qu'on ne parle pas, moi je ne suis pas multimillionnaire ou je ne suis pas comme d'autres personnes en France, mais tu te dis juste, ok, si à un moment donné il y a une idée qui traverse l'esprit de quelqu'un, comment moi je réagis, qu'est-ce que je peux faire en amont. Justement, sur on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si tu étais ministre de l'économie, qu'est-ce que tu ferais concrètement, ta carte blanche? Qu'est-ce que tu ferais concrètement? Je ferais 2 choses. La première chose à faire, c'est de créer un système de retraite par capitalisation. C'est-à-dire que les cotisations sociales, prélevées chaque mois sur les salaires, au lieu qu'elles servent tout de suite à payer les retraites des gens à la retraite, ces cotisations soient investies 20 ans en bourse. À un moment donné, tu as un gap. Tu as un gap. À mon avis, il est possible de le combler, ce gap, par un fonds stratégique national. La Norvège en a un, par exemple, très puissant. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a un truc qui marche très très bien qui s'appelle le tourisme. Et donc, que les revenus du tourisme en France puissent être utilisés de manière stratégique par l'État pour gérer cette transition-là, ça ne me paraît pas complètement délirant. Donc la première chose à faire, c'est d'instaurer un système de capitalisation en plus de la répartition. Je ne dis pas que ça doit être une capitalisation individuelle, je dis que ça doit être une capitalisation collective. Donc ça, c'est un point essentiel. L'autre truc que je fais tout de suite, c'est que j'interdis l'expression des frais en pourcentage. C'est-à-dire, j'interdis. Donc les frais ne devraient pas pouvoir être exprimés en pourcentage, parce que des frais qui sont exprimés en pourcentage ne sont pas perçus comme des frais par les gens, tout simplement. Et donc, il faut que les frais soient exprimés en euros réels dans ta situation à toi. Qu'est-ce que ça va te coûter? Et il faut qu'à chaque fois qu'il y ait des frais sur les produits financiers, on montre ce que ça fait sur 20 ans, pas sur 1 an. Voilà. Ça, c'est les 2 premiers trucs que je fais. Et ensuite, il est évident que j'appelle mon collègue ministre de l'Éducation et je l'encourage à mettre en place en 3e pour toutes et tous 20 heures de cours, budget, épargne, investissement pour toutes et tous. 3e, c'est quel âge? 14 ans. 14 ans, okay. 14-15 ans, c'est avant de rentrer au lycée. Ok, et par exemple, pour tes enfants, est-ce que tu ferais quelque chose pour des enfants de moins de 10 ans? Et si oui, quoi? Les enfants de moins de 10 ans, oui, mais je pense que c'est plutôt là à la famille, quoi. Et typiquement, des cahiers d'activité. Après, il y a toute la manière de découvrir l'argent grâce à l'argent de poche. Donc ça, tu peux le faire, bien sûr. Mais, et c'est très, d'ailleurs, le cahier que tu lances est formidable pour ça. Donc oui, bien sûr, ça tu peux le faire, des petites activités, entre autres autour de l'argent de poche, pour donner les grands concepts aux enfants dès le début. C'est-à-dire, l'argent c'est un flux, c'est pas un stock, à quoi il peut servir, comment. C'est pas juste une histoire de l'accumuler, l'argent, c'est une histoire de à quoi il sert. Et ensuite, le rapport à la publicité et à la consommation. Je pense que si tu laisses tes enfants regarder les publicités toute la journée, tous les jours, ils vont avoir envie d'acheter plein de trucs qui leur serviront à rien, et ça va leur créer une dépendance hormonale même quasiment, à une dépense compulsive. Donc oui, il y a des choses à faire sur les tout petits, mais pas à l'école, je pense pas. À l'école, je ferais plutôt en 3e, moi, vers 14 ans, tu vois. Ah oui. Ok, super. Et après, moi, je rêve de faire un truc qui s'appelle le permis d'investir, pour ramener plus facilement, je dirais, l'éducation financière sur un truc plus concret, plus lifestyle. Ok. Dernière question, c'est assez intéressant on ne s'est pas du tout concerté, mais de voir qu'à quelques jours près, tu sors un cahier d'activité pour les adultes. Moi, je sors un cahier d'activité coécrit avec Sophie pour les enfants entre 5 et 10 à 11 ans. D'ailleurs, je serais ravi d'avoir le feedback de tes enfants. En 2 mots, sur le cahier,
C'est quoi la différence par rapport à ton livre « Prenez votre argent en main » qui a été vendu à plus de 40 000 exemplaires? Là, il y a un truc qui est très clair, c'est qu'avant 2020, les gens ne voulaient pas s'intéresser aux questions d'argent. Le tabou leur faisait trop peur et ils n'en avaient pas spécialement besoin de s'intéresser à ces questions-là. Là, ils ont tous envie de savoir. Et les grands concepts qu'ils ont besoin d'apprendre sont de plus en plus clairs. Le budget, l'épargne, l'investissement, grosso modo. Et maintenant, ce qu'il faut pour que le mouvement de société s'amplifie et continue, c'est que les gens passent à l'acte. Et c'est toujours plus difficile sur un sujet tabou, même si tu en as compris les concepts, de passer à l'action. Donc le cahier, c'est simplement une manière concrète de commencer quelque chose. Et comme c'est le premier pas le plus difficile, c'est à mon avis un des rares endroits dans les questions d'argent où on peut s'autoriser à gamifier, à rendre le truc ludique. C'est comment on fait ce premier pas. Parce qu'en fait, in fine, tu comprends rapidement qu'au bout d'une heure, 2 heures d'explication, les gens ont le background intellectuel nécessaire, mais que ce qui est difficile, c'est leurs émotions, et donc le plus difficile, c'est le premier pas. Donc j'ai essayé d'apporter un peu d'amusement à cet endroit-là précisément du processus, pour que le premier pas soit fait plus facilement. C'est plus facile de commencer un cahier d'activités ludiques que de commencer à regarder son compte bancaire à soi. Et donc l'idée, c'est qu'en dédramatisant et en apprivoisant leurs émotions face à ça, grâce à des activités ludiques, il leur soit plus facile ensuite de passer à l'action concrètement pour leur argent pour de vrai. Ok, super Mathias. En tout cas, bonne chance. Bonne chance à tous les deux pour les cahiers d'activité entre 5 et 11 ans. Et pour les ados et les adultes, hein, je suppose, pour toi. Ouais, les jeunes adultes. Les jeunes adultes. Je pense qu'à mon avis, à partir de 15-16 ans, tu dois pouvoir comprendre mon cahier d'activité. Mais c'est surtout pour c'est toutes celles et ceux, et j'insiste sur le celles, qui ont envie de s'y mettre, qui ont compris qu'il fallait s'y mettre, mais qui ne savent pas comment faire le premier pas. Et des gens comme ça, il y en a plein en ce moment. Ok, super. Je mettrai bien entendu le lien en dessous de la vidéo. Un immense merci, Mathias, de t'être déplacé à Bruxelles. C'est la première fois qu'on se voit la deuxième fois qu'on se voit sur Bruxelles et la première fois qu'on enregistre un podcast. Et puis, bonne continuation à toi et à Trade Republic. Merci, Greg. À bientôt. À bientôt.